Ah, les fameux prêts étudiants. Si le marché américain est réputé pour être celui qui est à la base du prêt étudiant, celui français est en pleine croissance dans la lignée de la progression des établissements d'enseignement supérieur, notamment privés. Au sein de ces établissements, on retrouve surtout les grandes écoles de commerce, des grandes écoles qui sont de plus en plus chères. Sur Major Prépa, chaque année, on mène une enquête sur les frais de scolarité de ces grandes écoles de commerce, et il s'avère que les frais de scolarité ont augmenté depuis 2009 de plus de 81%. De fait, plus de 75% des étudiants qui entrent en grande école de commerce sont obligés de contracter des prêts étudiants pour financer non seulement des frais de scolarité qui s'élèvent en moyenne à plus de 42 000 euros, mais aussi tous les frais de vie annexes, type logement, transport, électricité, internet, échange à l'international. Un prêt étudiant, c'est tout simplement un prêt personnel, un prêt à la consommation, que l'on contracte entre 18 et 28 ans, parfois 30 ans selon certaines banques, qui permet de financer en premier lieu des frais de scolarité, des frais de vie. En France, la moyenne empruntée est de 8 500 euros pour une durée de 6 ans. Néanmoins, lorsqu'on parle des grandes écoles de commerce privées, avec notamment ces 42 000 euros de frais de scolarité, on se retrouve à emprunter des sommes bien plus importantes qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros. C'est la limite haute de la plupart des banques. Cependant, si tu fais un MBA et que tu es bien plus vieux qu'en général 28 ou 30 ans, tu peux emprunter jusqu'à 200 000 euros et certaines banques comme la BNP Paribas te permettent d'emprunter cette somme colossale. Pourquoi les banques proposent des prêts étudiants? C'est tout simplement un super moyen de fidéliser des jeunes, sachant qu'en France, en moyenne, le taux de mobilité bancaire, donc le taux de personnes qui changent de banque d'une année à l'autre, s'élève à 2,5%. Pour les banques, c'est donc un super moyen de fidéliser des étudiants qui auront des potentiellement hauts revenus et qui vont par la suite faire de l'emprunt immobilier, de l'investissement et donc pour ces banques-là, retrouver un niveau de monétisation de ces étudiants, de ces cibles bien plus élevé et donc gagner de l'argent. Attention, pour souscrire à un prêt étudiant, il faut évidemment comparer des offres. Des offres qui, sur le papier, peuvent sembler toutes similaires, avec des taux d'emprunt entre 0,7 et 1%, parfois un peu plus de 1%. On a l'impression que toutes les conditions sont les mêmes, pourtant ce n'est pas du tout le cas. Si pour les étudiants des meilleures écoles, le taux d'emprunt se situe aux alentours de 0,7-0,8%, pour les étudiants des autres grandes écoles et des autres institutions, on tourne en général plutôt autour de 1%. Sur Berny, tu pourras donc comparer toutes ces offres et donc connaître ton taux d'emprunt dédié pour ton cursus, ton diplôme. Il existe une autre mesure qui n'est pas souvent utilisée par l'ensemble des étudiants et qui n'est pas forcément communiquée auprès d'eux, c'est le TAEG. Le TAEG constitue le taux annuel effectif global, c'est donc le taux d'emprunt que tu te retrouves in fine à payer après tous les frais de dossier, tous les frais de tenue de compte, etc. C'est le taux qu'il faut regarder et qui n'est en général pas du tout communiqué. Comme tu le sais peut-être, dans un emprunt immobilier, plus tu empruntes sur une longue durée, plus ton taux d'emprunt sera élevé. Pour les prêts étudiants, ça peut être le cas, ce n'est souvent pas le cas, dans la mesure où les banques ont des offres à taux fixes qui sont donc les mêmes tout au long de ton cursus que tu empruntes sur 2-3 ans ou que tu empruntes sur 7-8 ans. En général en France, le TAEG est compris entre 1 et 1,5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un taux super bas par rapport au taux que l'on peut retrouver dans des marchés type américain. Par exemple, en octobre 2020, lorsque l'on compare les taux d'emprunt aux États-Unis, on se retrouve avec des taux, comme vous pouvez le voir, entre 3 et 6-7%. Enfin, comme tu peux le voir, il y a des taux fixes et variables aux États-Unis. En France, en général, on prend plutôt des taux fixes, des taux donc qui permettent de savoir très précisément quelle somme tu emprunteras du début à la fin. Un taux variable est un peu plus risqué parce qu'il suffit que les taux d'intérêt payés par les emprunts obligataires, etc. augmentent pour que ton taux final augmente. Et en France, très peu de banques le proposent, fort heureusement. On avait déjà abordé très rapidement le sujet de la somme empruntée. Cette fois-ci, on va faire un topo plus global sur quelle somme emprunter. Tu vas te connecter déjà sur Berny pour savoir quelle somme emprunter. Tu pourras simuler tes frais de scolarité en fonction du cursus, du diplôme que tu suis. Tu pourras simuler également ton logement, donc si tu es en colocation dans un F2, dans un F3 ou dans une résidence étudiante. Tu pourras simuler aussi tes dépenses de vie courante, à savoir l'électricité, internet, assurance habitation, ou aussi dépenses si tu es quelqu'un qui ne va pas faire énormément de courses ou si tu es quelqu'un qui va très souvent au restaurant, au bar. Tu pourras aussi simuler le fait de partir à l'étranger pendant une durée déterminée. Si tu pars en Australie, ça sera plus cher que si tu pars typiquement au Mexique, donc tu pourras simuler le tout. Et tu pourras également simuler ton futur revenu, de manière à pouvoir savoir avec exactitude et précision quelle somme tu pourras emprunter, mais aussi en combien de temps le tout sera rentable, parce que lorsque tu prends un prêt étudiant, tu vas donc te charger en dette, et cette dette devra être remboursée une fois que tu seras diplômé. Autre point important qu'il faut regarder lorsque l'on emprunte, c'est la fameuse assurance. Obligatoire ou facultative en fonction de la banque dans laquelle tu contractes ton emprunt, cette assurance est souvent plus compétitive lorsque tu la délègues à un tiers. Et donc sur Berny, on va aussi t'aider à trouver la meilleure assurance de prêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit différentiel de 0,1-0,2% sur une assurance de prêt peut te faire économiser in fine plusieurs centaines d'euros sur la durée de ton prêt.
Finalement, on te conseille de rajouter une petite marge de sécurité au cas où tu te dises que ton échange à l'étranger sera peut-être en Californie, en Suisse ou dans une autre zone très chère. On te conseille absolument de prendre une petite marge de quelques milliers d'euros. C'est ce qui te permettra très vite de ne pas avoir des soucis à te dire attention, il me manque 3-4 000 euros. Rajouter ou emprunter 3-4 000 euros supplémentaires, c'est l'assurance de démarches très complexes qui vont te prendre un temps phénoménal, alors que tu aurais pu tout simplement rajouter cette petite couche en amont, ce qui te revient très peu cher et qui t'épargne une tonne de démarches. Un autre point extrêmement important à signaler, c'est le déblocage des fonds. C'est-à-dire que, admettons que tu empruntes 50 000 euros, si tu décides de débloquer tes 50 000 euros le jour où tu contractes ton emprunt, les intérêts que tu payeras, donc de l'ordre de 0,8 à 1% grosso modo, seront dus dès le jour du déblocage des fonds. A l'inverse, si ta banque te propose un déblocage progressif des fonds, admettons que tu intègres une première année, puis une deuxième année, puis une troisième année, eh bien le fait de débloquer les fonds au moment où tu rentres en troisième année te permettra d'économiser 2 voire 3 ans si tu fais une césure, de taux d'intérêt à payer, ce qui peut in fine se compter en plusieurs centaines d'euros. Ce qui peut in fine se compter en plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'euros pour des gros emprunts. Souscrire à un prêt étudiant, c'est plutôt simple, mais il faut néanmoins fournir quelques documents. Ces documents sont des documents que les banques doivent avoir pour tout simplement vérifier que tu respectes bien les critères d'éligibilité à l'emprunt bancaire. Pour emprunter déjà, tu dois remplir plusieurs conditions. La première, c'est donc d'avoir entre 18 et 28 ans, voire 30 pour certaines banques. La deuxième, c'est d'être scolarisé en France et donc d'avoir un certificat de scolarité qui te permet de le prouver. Enfin, tu dois également avoir des revenus stables de ta part ou bien de la part de tes garants. Il existe quelques prêts sans caution, on y reviendra un petit peu plus tard. Et ne pas être inscrit au fichier national des incidents de paiement de la Banque de France. Si ces conditions sont respectées, tu pourras donc faire ton prêt étudiant. Pour ce faire, les pièces à fournir sont de divers ordres. Premièrement, tu devras fournir évidemment une pièce d'identité en cours de validité pour prouver que tu es bien la personne qui a besoin de ce prêt étudiant. Tu devras fournir un relevé d'identité bancaire, une attestation de scolarité, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, et enfin les 3 derniers bulletins de salaire de ta part, ou bien de la part de ta caution qui se porte garant de ton prêt. On vient de parler de la caution, alors peut-être que tu te demandes comment fonctionne une caution de prêt étudiant. Les personnes qui te portent caution sont en général tes parents ou alors de la famille très proche. Il est très rare que les banques acceptent des amis ou alors des membres de la famille éloignés, auquel cas ta caution sera plus difficile à faire valoir. Les documents que l'on va demander à ta caution sont de divers ordres. Premièrement, on va demander une pièce d'identité en cours de validité. Ensuite, on va demander un contrat de travail ou une attestation d'employeur précisant leur emploi, leur rémunération ou, le cas échéant, la durée d'une éventuelle période d'essai. Enfin, on demandera les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers avis d'imposition et les 3 dernières quittances de loyer du logement actuel ou, à défaut, l'attestation d'un précédent bailleur qui atteste que le locataire est à jour de ses loyers et ses charges. Il est important également de savoir que certains organismes ou banques en accord avec l'État peuvent se porter garant de ton prêt. C'est le cas par exemple du FGSE, le Fonds de garantie des solidarités étudiantes, qui est un fonds de garantie géré par BPI France et qui te permet de se porter garant jusqu'à 70% de la somme de ton prêt, d'une somme maximale de cependant seulement 15 000 euros et d'une durée d'emprunt minimale de 2 ans. Aujourd'hui, 5 établissements bancaires sont partenaires de ce dispositif. On retrouve la Société Générale, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, le CIC et enfin la Caisse d'épargne. Tu as bien profité de ton prêt étudiant, tu es parti en échange, tu as financé ta scolarité, tu as payé ton loyer, tes courses, ton internet, etc. Mais une fois que tes études sont terminées, vient le temps du fameux remboursement. Il existe plusieurs modes de remboursement d'un prêt étudiant. Alors je suis parti du principe qu'on remboursait un prêt étudiant uniquement après avoir fini ses études. C'est pas forcément le cas. Il y a un mode de remboursement qui commence dès le déblocage du capital où tu commences à rembourser à la fois la somme, donc le principal, plus ton intérêt. Et donc, c'est un mode qui est plutôt rare dans la mesure où, en général, si tu contractes un prêt étudiant, c'est que tu n'as pas les moyens pendant tes études de consentir à toutes ces dépenses-là. Et donc, il est très rare que tu demandes de pouvoir emprunter et de directement payer tes mensualités dès le début du prêt. Donc, la deuxième modalité, c'est la modalité la plus courante, qui est le remboursement à échéance des études, c'est-à-dire que tu étudies, puis tu peux avoir une franchise de 6 mois à 1 an pour commencer à trouver un travail, potentiellement se faire une petite épargne si tu commences très tôt à travailler, et ensuite commencer à rembourser ton prêt étudiant, de manière à pouvoir ne rembourser qu'à partir du moment où tes revenus te permettent de rembourser ton prêt étudiant. C'est aussi simple que cela. Il y a 2 types de franchises. La première est une franchise totale où tu payes ni intérêt ni assurance et donc tu commences à payer de l'intérêt sur l'ensemble de ce que tu as emprunté uniquement après tes études, ce qui est plus coûteux.
Deuxième mode de remboursement, c'est la franchise partielle où tu rembourses d'ores et déjà l'assurance et les intérêts de la somme que tu as empruntée, puis tu rembourses la somme que tu as empruntée plus les intérêts qui courent lorsque tu finis tes études. Par ailleurs, cette modalité est consentie avec ton banquier lorsque tu contractes ton emprunt. Depuis 1978, une certaine loi, la loi de Scrivener, te permet de rembourser par anticipation, sans frais, sans pénalité, ton prêt bancaire si, par un heureux hasard, tu touches le gros lot ou alors une grosse somme d'argent. Tu devras juste avertir ton banquier avec un préavis d'1 mois et cette clause devra en revanche être négociée et marquée dans ton contrat lors de sa signature et c'est pour ça que passer par un intermédiaire comme Bernie te permet de le faire en amont et de ne pas te retrouver avec cette éventuelle mauvaise surprise. Pour conclure, j'aimerais vous faire un petit warning. Beaucoup d'écoles privées se développent sur le marché français de l'enseignement supérieur et vous disent qu'avec un prêt étudiant, il sera super simple de rembourser vos études, que vous aurez des métiers incroyables, etc. etc. Nous, on a eu cette expérience en tant que groupe média qui s'adresse à des étudiants et on sait que souvent c'est faux. Ce qu'il faut savoir lorsque tu intègres une grande école typiquement de commerce, c'est que ton école de commerce doit être reconnue et d'être membre de la CGE. Et on a créé un site qui s'appelle Up2School qui permet de référencer ces formations uniquement celles-là. Si tu vas dans une école de commerce, de management ou de business et que cette école ne figure pas sur Up2School, il y a de grandes chances que cette école ne soit pas rentable. Ces écoles vont en général dire qu'elles ont des titres RNCP, des reconnaissances par l'État, des reconnaissances européennes, un master européen, etc. Ces écoles ne sont juste tout simplement pas reconnues par le ministère de l'Éducation nationale qui fait foi pour justement les banques qui font des prêts étudiants. Et donc attention, si tu fréquentes une école de commerce qui n'est pas reconnue ou alors qui n'a que des titres RNCP et des reconnaissances farfelues, si tu vas dans une filière universitaire qui ne te promet pas et qui n'a pas une situation de l'emploi au beau fixe en termes de sortie, il vaut peut-être mieux éviter de souscrire à un prêt étudiant parce que la précarité étudiante que tu évites lorsque tu es dans ce type d'études ne sera que reportée lors de ton entrée sur le marché du travail. Il y a fort à parier que tu sois obligé de retourner chez tes parents, d'abandonner un peu ta carrière. Et donc le prêt étudiant, c'est une opportunité dingue pour les étudiants qui viennent de milieux modestes et qui doivent financer une grande école. En revanche, ça peut être une trappe absolue et une trappe totale pour ceux qui vont dans des écoles non reconnues, qui font des filières qui ne sont pas demandées par les entreprises et qui se retrouvent endettés. D'ailleurs, c'est cette situation qui pose problème notamment aux États-Unis. Quand on parle de la crise de la dette étudiante, on ne parle pas de la crise de ceux qui empruntent pour faire des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. On parle de la crise de ceux qui empruntent pour faire des filières dans lesquelles les emplois à la sortie ne correspondent pas à la somme mise au début. Et donc il faut vraiment faire attention à bien choisir ses études. C'est pour ça que sur Up2School, tu pourras choisir des études qui te permettront vraiment de rembourser ton prêt et donc de pouvoir t'insérer sur le marché du travail de manière optimale. Et sur Bernie, tu pourras les financer. Et donc, bien entendu, sur Bernie, on ne finance que ce genre d'école et pas d'autres types de cursus qui ne sont pas rentables. Il y a une notion qui peut vous intéresser qui est celle du capital humain. Il s'agit d'un ensemble d'expériences, de compétences, d'apprentissage qui permet de vous valoriser sur le plan aussi bien culturel que financier. Le capital humain, c'est ce qui permet à beaucoup d'individus de gravir la fameuse échelle sociale. Et donc, pour ce faire, avoir le bon prêt qui permet de financer les bonnes études permet chaque année à des dizaines de milliers d'étudiants de tout simplement changer d'envergure sociale et de faire ce que la société française se dit bloquée, c'est-à-dire être une société où les inégalités de naissance deviennent des inégalités de vie. Et donc le prêt, le bon prêt, les bonnes études, c'est le meilleur moyen de casser ça. Et aujourd'hui, il n'existera pas mieux, il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir réussir à passer d'une couche sociale à l'autre.